Madame Marie-Georges Buffet, coprésidente du Comité national pour renforcer l'éthique et la vie démocratique dans le sport. Et Monsieur Stéphane Diagana, coprésident du Comité national, toujours pour renforcer l'éthique et la vie démocratique dans le sport. Madame la ministre, monsieur, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie de votre disponibilité pour répondre à nos questions. Nous avons entamé les travaux de cette commission d'enquête le 20 juillet dernier. Nos travaux portent sur 3 axes: les violences physiques, sexuelles ou psychologiques dans le sport, les discriminations sexuelles et raciales et les problématiques liées à la gouvernance financière des organismes de gouvernance du monde sportif. Madame la ministre, vous êtes élue députée en 1997, puis nommée ministre de la Jeunesse et des Sports, fonction que vous occupez jusqu'en 2002. Monsieur, vous avez été athlète spécialiste du 400 mètres haies, champion du monde d'athlétisme masculin lors des championnats du monde d'athlétisme de 1997 à Athènes. Vous mettez fin à votre carrière sportive en 2004. Vous avez présidé la Ligue nationale de l'athlétisme de 2007 à 2009. En mars 2023, la ministre des Sports installe un comité national pour renforcer l'éthique et la vie démocratique dans le sport que vous coprésidez. La décision de créer ce comité est directement liée aux affaires Laporte et Le Gret. Ce comité est composé de 12 personnalités qualifiées et doit formuler d'ici la fin de l'automne 2023 des propositions sur 3 axes. Une gouvernance du sport plus éthique, une meilleure vitalité démocratique au sein des instances, une protection renforcée des pratiquantes et des pratiquants, notamment contre toutes les formes de violence et de discrimination. Avant d'en venir aux travaux de ce comité, permettez-nous de nous revenir avec l'ancienne ministre chargée des sports que vous êtes sur l'affaire qui a constitué un tournant historique dans la lutte contre les violences sexuelles. Nous nous devons collectivement de comprendre pourquoi il a fallu attendre aussi longtemps et la médiatisation de témoignages aussi accablants que celui de Sarah Abitbol en 2020 pour que les pouvoirs publics se décident à avancer sur ce sujet. Madame Sarah Abitbol a déclaré devant nous: « J'avais signalé la situation au président de la section artistique de mon club, me rendant chez lui avec mon oncle, afin de ne pas être seule pour parler de ces choses horribles. Malheureusement, je n'ai pas été entendue. C'était comme si j'évoquais une simple douleur au genou. Il m'a dit d'aller déposer plainte et que nous en reparlerions ensuite. En un mot, il me remerciait gentiment alors que je venais de dire ce qui m'était arrivé à l'âge de 15 ans et de demander qu'on éloigne du club cet entraîneur dangereux. J'ai également signalé des faits au ministère où l'on m'a dit qu'il existait un dossier, mais qu'il valait mieux fermer les yeux. Pour ce qui est du dossier, je n'ai su que plusieurs années plus tard ce qu'il en était. Marie-Georges Buffet avait éloigné Gilles Beyer de la fédération et l'avait suspendu pendant 6 mois. Il a ensuite été réintégré grâce à la Fédération française des sports de glace, s'occupant notamment des compétitions internationales juniors. Je n'ai jamais pu avoir ce dossier dans les mains, mais je sais aujourd'hui, grâce à l'enquête menée par Emmanuel Anison, que tout y figure et que désormais, il peut au moins être lu. Je ferme les guillemets. Nous avons demandé la transmission de ce dossier au ministère. Pourquoi a-t-il fallu attendre la sortie en janvier 2020 du livre de Sarah Abitbol, Un si long silence, pour que Gilles Beyer soit suspendu du club des Français volants, puis exclu en février 2020 ? Il nous semble important de revenir avec vous sur la chronologie des faits. Début 2020, alors que vous êtes ministre des Sports, votre cabinet est saisi par les parents d'une jeune patineuse du club d'Angers qui dénonce le comportement de Gilles Beyer à l'égard de leur fille lors d'un stage de l'été 1999 à la ville de La Roche-sur-Yon. Je rajouterai où je suis élue. Un premier rapport est demandé par votre directeur de cabinet au directeur régional de la jeunesse et des sports d'Île-de-France.
la DRJS recommande une saisine de l'IGSR, ce qui est fait. M. Beyer sera suspendu. En mai 2001, M. Beyer est recruté comme chargé de mission, comme entraîneur, auprès du président du Club des Français volants. Ni le club, ni la Fédération française des sports de glace ne tiennent donc compte du rapport. Vous exerciez alors la tutelle de la fédération. Avez-vous été au courant en mai 2001 de ce recrutement? Comment avez-vous réagi? Je rappelle que cette audition est ouverte à la presse et qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Avant de vous laisser la parole et d'entamer nos échanges, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes entendues par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc à lever la main droite, chacun à votre tour, et à dire « je le jure » après avoir activé votre micro. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Je vous remercie et vous avez la parole. Il était précisé, Madame la Présidente, je vous remercie, que nous puissions, en début de cette audition, dire quelques mots. Et je vais répondre, bien sûr, aux questions que vous posez, mais vous verrez que c'est très en lien. Donc, le comité pour l'éthique et la vie démocratique dans le sport s'est mis en place le 29 mars. Depuis, nous avons entendu 107 personnes. Dans 70 auditions, bien sûr des acteurs et des actrices du mouvement sportif, mais aussi des lanceurs d'alerte, mais aussi des institutions de notre République en charge de missions de contrôle, et puis des représentants de l'État à travers des représentants du ministère. Du constat que nous avons fait, à la fois un constat où, bien sûr, nous sommes amenés à souligner le fait, parce qu'il ne faut jamais l'oublier, que c'est par les associations sportives et leurs bénévoles que le droit à la pratique sportive est assuré dans notre pays en partenariat avec l'État. Que ce mouvement sportif joue donc un rôle considérable. Mais ce mouvement sportif, et c'est l'objet également de votre commission d'enquête, est extrêmement fragilisé. Il est fragilisé par manque de politique publique depuis des années conséquentes. Il est fragilisé parce que règne dans le mouvement sportif un entre-soi, une culture, qui fait que ce mouvement sportif a du mal à se saisir des exigences sociétales, sociales, éthiques de notre époque. Un mouvement sportif qui aurait besoin d'un profond renouvellement. C'est pour cela que je pense personnellement, parce que les travaux du comité sont en cours et je ne peux pas parler au nom du comité, je parle en mon nom personnel, je pense que la question de la vie démocratique dans le mouvement sportif est une question primordiale, parce que c'est peut-être par une vie démocratique réelle que nous allons aboutir à un renouvellement des instances, à un débat interne dans les instances, permettant d'affronter le combat éthique de façon nouvelle, en le débarrassant quelque part de cette fameuse culture, entre guillemets, de cet entre-soi qui règne trop souvent. Donc, cela va demander très certainement de modifier les lois électorales au sein des fédérations sportives, d'aller vers une représentation à la proportionnelle dans le mouvement sportif afin de permettre un débat interne et d'avancer sur les questions de la parité, parce que plus on aura de femmes dans les instances dirigeantes du mouvement sportif, plus on sera armé au niveau du combat pour l'éthique. Si on arrive à faire bouger par un renouveau démocratique, il faut en parallèle se donner les outils pour mener le combat éthique. Des outils qui soient à la fois responsabilisants pour le mouvement sportif, il faut se donner des outils internes au mouvement sportif qui soient efficaces, mais il faut certainement aussi réfléchir à comment il y a des interventions extérieures. Stéphane sera certainement amené à compléter mon propos. Nous travaillons à de très nombreuses propositions
concernant une architecture nouvelle au niveau des comités d'éthique, de leur pouvoir, de leur composition, de leur transparence, et sur la protection des pratiquants et des pratiquants, et je vais venir à vos questions, nous avons besoin de faire en sorte... Je vais juste vous raconter un moment qui peut-être m'a énormément motivée dans ces auditions. Nous avons auditionné des jeunes athlètes à l'INSEP, et il y a un jeune athlète qui a eu cette phrase. Il a dit « J'aimerais que de temps en temps, je ne sois plus considéré comme un sportif, mais tout simplement comme un individu. » C'est-à-dire, dans la protection des pratiquantes et des pratiquants, il faut bien sûr une réforme systémique de la formation des éducateurs, des entraîneurs, des moyens de contrôle, mais il faut aussi que les athlètes, ces hommes et ces femmes, ces jeunes gens, ces jeunes filles, soient considérés comme des individus à part entière, avec des droits au respect, etc., et droit à la parole, qu'ils puissent prendre la parole par rapport à leurs conditions de préparation, à leurs conditions d'encadrement, etc. Alors, vous m'avez posé, Madame la Présidente, des questions sur une affaire qui remonte à il y a 20 ans. Mais cette culture, cet entre-soi, existait il y a 20 ans. L'idée qu'il n'y avait pas eu MeToo, il n'y avait pas eu tout ça à l'époque. Et donc, c'était encore la chape de plomb sur des agissements relevant de violences sexistes et sexuelles, était encore plus, relevait encore plus des non-dits dans la société tout entière, et donc dans la société et donc dans le mouvement sportif. Renforcé dans le mouvement sportif, parce que le mouvement sportif, c'est à la fois le rapport au corps, c'est le corps dans l'espace public, et puis c'est l'apport du sport à la construction psychique et physique des individus. Donc, ce qui existait dans la société existait et existe dans le mouvement sportif, mais avec des spécificités liées aux missions du sport lui-même. Est-ce que le ministère, à l'époque, a réagi comme il aurait dû? J'ai envie de vous dire, ça serait scandaleux que je vous réponde, mais bien sûr, non. Non, certainement qu'à l'époque, cette affaire ne nous a pas éveillés sur le fait que cette affaire n'était pas quelque chose de singulier, mais était quelque chose qui devait exister dans le mouvement sportif, ailleurs, dans cette fédération, mais dans d'autres fédérations également. Autant le ministère a été capable à l'époque de faire des assises du sport féminin, où la question de la plus grande participation, l'accès plus grand des femmes à la pratique sportive, la place des femmes dans les fédérations, tout ça on le posait. Mais on n'a pas posé, à cette époque-là, la question des conditions, voilà, d'encadrement, des conditions de respect des individus à l'intérieur du mouvement sportif. On l'a fait par rapport au dopage. Mais j'ai envie de dire, c'était... Peut-être que je n'aurais pas dit ça il y a 20 ans. Ça apparaît aujourd'hui plus facile parce qu'on a le contrôle permet de dire la personne est responsable, et si elle est responsable, on a les sanctions, etc. Et on a réussi à mener une campagne internationale sur ces questions. Ça n'a pas été le cas sur la question du respect physique et psychique des sportives et des sportifs de la part des entraîneurs et des éducateurs. Donc, oui, nous ne nous sommes pas suffisamment saisis à l'époque du drame qu'a vécu Mme Abitbol, mais d'autres aussi. Je rappelle que des révélations de Mme Moyon-de-Bec et d'autres, nous n'avons pas été à l'époque au niveau de ce qu'il aurait fallu pour se saisir de ces dossiers. Pour moi, ça me paraît clair. Oui, alors merci de nous recevoir. Sur le travail de la commission, je partage les mots qui ont été prononcés et l'exposé de Madame Buffet. J'ajouterais aussi sur la fragilité du mouvement sportif. Elle repose aussi sur le bénévolat, qui aujourd'hui arrive en limite de compétences bien souvent par rapport à l'étendue de la mission et des responsabilités qui sont assumées. Donc très clairement, ça ne
dédouane pas le mouvement sportif de sa responsabilité, mais ça nécessite qu'il y ait une réflexion sur sa structuration, sur l'accompagnement, la formation des bénévoles, l'encadrement supérieur à ce qui est en place aujourd'hui, compte tenu des exigences sociétales qui sont tout à fait légitimes en la matière et dont le mouvement sportif ne peut s'exclure au niveau du club, au niveau des comités, au niveau des ligues, au niveau des fédérations. Quand avez-vous prévu de remettre vos propositions à la ministre des Sports, des Jeux Olympiques et Paralympiques? On s'est donné pour objectif de remettre nos propositions début décembre, dans les premières quinzaine de décembre, en sachant que notre souhait au niveau du comité, et là je peux parler au niveau du comité, c'est vraiment que ces propositions, et j'espère les vôtres également, soient mis en débat. Pourquoi je dis ça? Il y a eu une loi en 2017, il y a eu une loi en 2022, il y a eu la mise en place des comités d'éthique, il y a eu ceci, il y a eu cela. Mais quand on regarde précisément, vous avez encore des fédérations olympiques qui n'ont pas de comité d'éthique. Vous avez encore des comités d'éthique qui sont saisis uniquement par le président de la fédération. On voit bien que les lois qui sont votées sans étude d'impact, sans évaluation et sans être partagées par le mouvement sportif, eh bien, ne sont pas efficaces. Donc, la suggestion du comité d'éthique, c'est de vraiment mettre toutes ces propositions en débat au sein du mouvement sportif, mais pas seulement. Il faut aussi que les élus des collectivités territoriales soient associés, et je dirais plus largement, est-ce qu'il n'est pas temps, dans notre pays, qu'on ait un débat public sur les enjeux du développement de la pratique sportive dans notre pays, sur l'éthique dans le sport, sur la vie démocratique du mouvement sportif? Est-ce que ça ne vaut pas le coup qu'on mette en débat pendant quelques mois ces questions? Et moi, mon souhait personnel, c'est que ça aboutisse à une loi cadre, c'est-à-dire qu'on se dise, ça fait des années et des années qu'on n'a pas revisité l'ensemble des enjeux du sport, il est temps de s'y pencher. Mais faisons-le après un réel débat, un débat structuré. Il ne s'agit pas de faire semblant de débattre en mettant les propositions, mais un débat structuré, organisé, permettant de faire remonter. Si le mouvement sportif se saisit de ces propositions, peut-être, on va réussir à faire en sorte qu'il y ait des changements assez profonds en son sein, dans sa façon d'aborder les questions d'aujourd'hui. Donc, j'espère qu'on arrivera à mener ce débat. Vous avez dit qu'il y a encore des comités olympiques qui n'ont pas de comité d'éthique? Des fédérations olympiques qui n'ont pas de comité d'éthique? Lesquelles? Je peux vous fournir la liste, je ne l'ai pas devant moi, mais je pense qu'ils étaient 16. Le dernier pointage qu'on avait fait, on était à 16 fédérations olympiques qui n'avaient pas encore mis en place leur comité d'éthique. Alors, bien sûr... Votre pointage, il date de quand? Il y a, je ne sais pas, un mois. Un mois. Mais il faut bien penser que dans les fédérations olympiques, il y a des grandes fédérations, puis il y a des fédérations qui ont des moyens très réduits. Et quand je dis des moyens, ce n'est pas simplement des moyens financiers, c'est aussi un problème parfois de compétences pour mettre en place ces instruments de combat pour l'éthique. Voilà. Oui, je crois que pour bien appréhender la diversité du mouvement sportif et des fédérations, il y a des fédérations qui ont des budgets qui ne sont même pas la taille de clubs, et je ne parle pas de clubs professionnels, mais de clubs amateurs. Donc on va de budgets allant de 100 000 euros pour les plus faibles à 260, 270 millions d'euros pour les plus grosses fédérations. Donc forcément, vous n'avez pas les mêmes moyens, les mêmes niveaux de formation pour ces différentes fédérations. Donc là, il y a un enjeu peut-être aussi, et c'est une question que l'on se pose, d'organes transversales sur les questions d'éthique pour pouvoir suppléer à des carences en la matière et des difficultés que peuvent avoir des petites fédérations pour prendre en compte comme il se doit ces problématiques. Avez-vous suivi les travaux de cette commission d'enquête et qu'en avez-vous pensé? À chaque fois que j'ai pu me libérer pour écouter, j'ai écouté.
bien évidemment, votre commission d'enquête, et c'est sa vocation, sa mission, vous êtes très sur des cas, des situations, des problématiques très précises. Le comité, lui, s'est plus tourné à partir d'un constat plus global de l'état du mouvement sportif, des problèmes posés pour l'éthique et la protection des pratiquantes et pratiquants. C'est plus tourné vers l'élaboration de propositions, comme vient de le dire M. Stéphane Diadana, de propositions qui peuvent être applicables, être effectives dans l'ensemble du mouvement sportif, quels que soient les moyens, les tailles des fédérations. Je reprends la question de l'éthique. Si nous avons des fédérations qui sont en difficulté pour faire vivre un comité d'éthique, il faut peut-être se poser la question: quel pourrait être le rôle du Comité national olympique et sportif français comme impulseur, comme soutien au combat pour l'éthique dans des fédérations qui, par leur dimension, n'ont pas toujours les moyens de mener ce combat en interne? Est-ce qu'on n'a pas à définir un rôle nouveau du CNOSF dans ce combat pour l'éthique? Le comité pencherait plutôt vers cette solution. Merci, merci beaucoup. Moi, je vais revenir un peu sur les comités d'éthique, puisque je pense que c'est vraiment justement un outil qui est indispensable aujourd'hui au sein de ces fédérations. On sera preneur de la liste, effectivement, de ceux qui n'ont toujours pas de comité d'éthique. Je le dis parce qu'on a eu l'occasion d'entendre et la direction des sports et la ministre qui nous indiquaient qu'il n'y avait plus que 2 fédérations qui n'avaient pas de comité d'éthique. Donc si vous nous dites qu'il y en a 16, bah, ça nous intéresse forcément de savoir quelles sont ces fédérations qui ne les ont pas. Et par ailleurs, de très nombreux acteurs que nous avons entendus, y compris d'ailleurs les fédérations, ont appelé à la création d'une autorité indépendante sur les sujets qui intéressent cette commission d'enquête. La ministre a semblé avoir déjà tranché cette question sur laquelle vous vous êtes peut-être également interrogé, puisque je cite « Faisons en sorte que chacun prenne ses responsabilités avant d'imaginer la création de machins qui auraient pour effet de retarder un certain nombre d'actions et de reporter, de diluer les responsabilités. Je pense que nous avons aujourd'hui tout ce qu'il faut pour que le sursaut nécessaire puisse se produire dans la vie fédérale. Le comité que vous présidez est-il parvenu à la même conclusion ? D'abord, sur les comités d'éthique, nous réfléchissons à proposer à les élargir à l'ensemble des fédérations agréées, à faire en sorte, comme je le disais à l'instant, que le comité de déontologie du CNOSF puisse devenir un comité d'éthique qui joue un rôle suprafédéral, c'est-à-dire qui puisse intervenir en cas de déficience du comité d'éthique de telle ou telle fédération, et qu'il puisse aussi être source de moyens, de compétences pour seconder les comités d'éthique. Nous pensons aussi qu'il faut doter l'ensemble des comités d'éthique d'un pouvoir d'autosaisine, que la saisine ne dépende pas de la direction de la fédération et que tous les comités d'éthique puissent s'autosaisir. Et que tous leur avis soit rendu transparent, soit rendu public. Voilà. Donc, si nous arrivons à construire cette nouvelle architecture nationale avec un rôle nouveau pour le CNOSF en soutien à des comités d'éthique dont la composition, la transparence, la saisine seront modifiées, ça responsabilise bien le mouvement sportif et ça lui donne des outils pour mener ce combat éthique. Alors, on s'interroge. Et le débat est toujours ouvert au sein du comité sur faut-il, notamment par rapport à ce qui concerne les violences sexistes et sexuelles, faut-il se donner un outil extérieur au mouvement sportif, qu'on peut appeler agence, qu'on peut appeler... Le mouvement sportif est assez demandeur de cela, parce que beaucoup des personnes que nous avons auditionnées disent, nous, sur ces questions, on ne sait pas faire. Qu'est-ce que ça pose comme interrogation ? Je ne sais pas s'il faut l'appeler agence, enfin, appelons-la agence pour simplifier, c'est organe extérieur. Il faudrait d'abord bien délimiter
son champ de compétences. Est-ce qu'on est bien sur violences sexuelles et sexistes, point, ou est-ce qu'on élargit à d'autres formes de violence et de discrimination? C'est-à-dire, là, on élargit très largement à tout ce qui est discrimination, raciste, homophobe. Bon. Moi, personnellement, je serais pour cerner son champ de compétences sur les violences sexistes et sexuelles. Lui donne-t-on un pouvoir de sanction? Je prends l'équivalence avec l'Agence française de lutte contre le dopage, qui a un pouvoir de contrôle, mais qui a aussi également un pouvoir de sanction. Fait-on pareil si on avait un organisme extérieur? Lui donne-t-on un pouvoir de sanction directe? Ou doit-il passer par la nouvelle architecture des comités d'éthique? Bon, voilà. Nous sommes encore en débat. Je pense que nous allons trancher dans les jours qui viennent. Mais nous n'écartons pas cette piste, c'est-à-dire nous ne disons pas, faut pas du tout envisager cela. Nous travaillons là-dessus. Oui, donc si je peux compléter dans notre réflexion vis-à-vis des fédérations et sur la question des violences sexuelles et sexistes, notre souci par rapport à une autorité externe de contrôle était de ne pas contribuer au désengagement des fédérations sur ces questions-là qui doivent rester investies. Donc il y a un équilibre à trouver. Il ne faut pas que ce soit considéré comme une sous-traitance d'un problème qui ne les concerne pas. Ça pourrait être un message qui pourrait être reçu de cette façon-là. Donc la réflexion, elle est dans cette recherche d'équilibre, à la fois d'une efficacité qui est indispensable sur ces questions. Et forcément, on a réfléchi à l'évolution de la lutte antidopage, que Madame Buffet connaît très bien, que j'ai été membre de l'Agence mondiale antidopage aussi quelques années, donc je connais, et on sait ce qu'a apporté aujourd'hui l'indépendance dans l'ensemble de la lutte antidopage mondiale des agences avec le pouvoir de contrôle et ce pouvoir de sanction. Pour autant, voilà, sur ces sujets-là, on souhaite que les fédérations restent pleinement impliquées. Donc voilà, il y a un équilibre à trouver. Pour l'instant, on est toujours en réflexion et on fera nos recommandations en prenant en compte ces enjeux d'équilibre. Alors, que pensez-vous du rôle que joue le CNOSF aujourd'hui, puisque vous proposez de changer ses missions en quelque sorte? Et nous, on les a entendus, bien entendu. Enfin, on a reçu M. Massaglia, on a reçu M. Lapartien, qui lui-même d'ailleurs posait la question de l'indépendance des comités d'éthique, puisque, et là je le cite, il disait « Les liens avec l'exécutif n'en garantissent pas l'impartialité et pourraient être revisités ». Donc ça, c'est les propos de M. Lapartien. On a eu l'occasion d'entendre M. Massaglia, qui a quand même été longtemps président du CNOSF, qui nous a indiqué, notamment sur le volet VSS, qu'il n'avait jamais été informé de quoi que ce soit pendant toute la durée de sa présidence. Donc voilà, nous, on a eu beaucoup de questionnements justement sur le rôle du CNOSF en lien avec ces fédérations. Quel regard vous portez dessus? Lors de nos auditions, nous avons posé cette question à des dirigeants de clubs locaux, à des responsables de district, à des dirigeants fédéraux. Qu'est-ce qu'ils attendaient du CNOSF sur ces questions? Très souvent, leur réponse était rien. Je dis ça, je dis pas ça en souriant. Je dis ça avec une certaine gravité. Aujourd'hui, le comité d'éthique du CNOSF existe, de déontologie, pardon, du CNOSF existe, et une nouvelle présidente que nous avons auditionnée, qui est très engagée. Pour ma part, je pense qu'il est de la responsabilité du CNOSF d'être la tête de pont de ce combat éthique. Il ne peut pas se décharger sur les fédérations de cette question. C'est pourquoi, personnellement, parmi les débats que nous avons au comité, je soutiens l'idée, je l'ai dit tout à l'heure, d'un comité d'éthique suprafédéral au CNOSF, en responsabilité donc du combat éthique dans l'ensemble du mouvement sportif français, en lien avec les comités éthiques existants, en soutien des comités d'éthique les plus faibles dans des petites fédérations sans moyens, etc., mais qui seraient en responsabilité
par rapport à ce combat. J'ajoute que ce combat, pour ma part, ne peut pas rester à l'intérieur de nos frontières. Et que je pense qu'il serait de l'intérêt du mouvement sportif et des pratiquants et pratiquantes que la France prenne l'initiative de se tourner vers l'international pour essayer de rassembler des États sur une exigence de travailler à l'éthique au niveau du mouvement sportif international. Parce que je pense qu'on peut, bien sûr, il faut s'occuper de ce qui se passe dans notre pays, mais il faut aussi qu'on porte des exigences par rapport au mouvement sportif international. Donc voilà, oui, il faut responsabiliser, je le dis clairement pour ma part, c'est ce que je pense profondément, il faut complètement responsabiliser le CNOSF dans ce combat pour l'éthique, et il faut qu'il en soit comptable par rapport à la situation dans le mouvement sportif français. Oui, si l'on observe aussi ce qu'il se fait à l'étranger en la matière, que ce soit au niveau des fédérations internationales ou d'autres États, on a constaté aussi l'émergence d'agences, notamment aux États-Unis pour ces questions-là, avec c'est USA Safe Sport, je crois, et certaines agences qui ont un regard sur l'intégrité beaucoup plus large et des prérogatives en matière de protection de l'intégrité, tant des pratiquants, des compétitions, et des institutions très élargies, donc des compétences très élargies, que ce soit en Suisse ou dans d'autres pays. Donc c'est aussi voilà, des modèles que l'on a regardés. Pour autant, c'est vrai qu'on pense que le CNOSF doit, avec bien sûr un comité d'éthique qui garantisse, qui ait une très forte indépendance à la question de la nomination des membres de ces comités d'éthique, que ce soit aux fédérations ou dans une instance comme on l'imagine au sein du CNOSF, ne peut fonctionner que si elle est enrichie d'apports externes au sport et qu'elle est constituée d'apports de personnes extérieures au mouvement sportif, et si elle est constituée, bien sûr, de manière indépendante, avec peut-être des enjeux aussi de mandat politique, des connexions peut-être à réfléchir entre les mandats politiques et les mandats au sein de ces instances. J'ajouterais qu'il faut aussi travailler sur les pouvoirs des comités d'éthique. Par exemple, on s'est beaucoup posé la question, vous avez un dirigeant, il y a une plainte de déposer, le procès est en cours, ou le procès a eu lieu mais il y a un appel. Est-ce que le comité d'éthique est en capacité de décider de la mise en retrait de la personne concernée? C'est une question importante qu'il faut traiter, qui pose des tas de problèmes par rapport, bien sûr, à la présomption d'innocence et tout ça. Mais je n'ai pas dit pouvoir de démissionner quelqu'un, j'ai dit pouvoir de mise en retrait d'une personne par rapport à danger qu'il peut faire courir ou voilà, à sa fédération, à des personnes, des choses comme ça. Donc il y a aussi à définir quels sont les pouvoirs exacts de ces comités d'éthique. Les comités d'éthique ne sont pas dotés de pouvoirs disciplinaires. Ils peuvent saisir l'organe disciplinaire des faits dont ils ont eu connaissance. Selon David Lapartien, il s'agit d'une double procédure douloureuse et longue, ce qui le conduit à proposer de doter les comités d'éthique de pouvoirs disciplinaires, au moins sur des questions de violence sexuelle. Que pensez-vous de cette proposition ? Alors c'est un sujet que l'on a abordé, qui a fait débat au sein de la commission, même entre les responsables des comités d'éthique de cette commission, celui de la Fédération française de tennis, Franck Lati, et de la Fédération française de rugby, Bernard Fouché. On est encore en réflexion sur ces questions-là, mais il est certain que le fait d'avoir
cette étape préalable d'émission d'un avis, de saisine de la commission de discipline et de décision de la commission de discipline, ça rallonge les procédures, ça c'est évident, et qu'il serait bénéfique pour tout le monde, je pense, de pouvoir les raccourcir. Si il y a la publication des avis, parce que c'est souvent aussi l'opacité des décisions des comités d'éthique qui les fragilise. C'est ce qu'appellent les anglo-saxons, et l'a évoqué, le name and shame, c'est-à-dire voilà, de mettre sur la place publique des décisions et de renvoyer la responsabilité de la décision à une commission de discipline. C'est quand même un renforcement, ce serait quand même un renforcement du pouvoir des comités d'éthique pour peser sur la décision de la commission de discipline. Mais voilà, on est encore en discussion et on prendra une décision prochainement. Que pensez-vous de l'ambition des contrats de délégation signés en 2022 sur tous ces enjeux? L'idée était bonne, c'est-à-dire un engagement réciproque entre le mouvement sportif et l'État sur toute une série d'objectifs. Encore faut-il ensuite que l'État dispose des moyens de suivi de la réalisation ou pas de ces contrats. Je rappelle quand même que le ministère a perdu ses directions départementales. Au niveau régional, sa représentation est dans les grandes dragesses. Et je ne suis pas sûre que parfois les représentants des dragesses concernant le sport ne sont pas placés un peu en bout de table. Donc voilà, s'il n'y a pas ces moyens de contrôle, je dirais de contrôle et d'accompagnement pour des fédés qui sont plus en difficulté, etc., on peut signer ces contrats, mais leur effectivité est sujette à caution quand même. Voilà, c'est... J'entends sur le volet contrôle, c'est effectivement une des difficultés qu'on a pu ressentir dans le cadre des auditions aussi. Mais concernant peut-être le contenu, l'ambition qui est affichée dans ces contrats de délégation, notamment sur le volet éthique, sur les VSS, voilà. Est-ce que, voilà, qu'est-ce que vous en pensez justement en termes d'ambition? Oui, c'est un élément que l'on a abordé au sein de la commission, qui, pour nous, de manière assez unanime, fait clairement défaut. Le pilotage historique de la relation du ministère avec les fédérations, de l'ANS maintenant avec les fédérations, c'est beaucoup basé sur le développement de la pratique. Et c'est très bien, c'est un enjeu important. Les résultats sportifs, on sait aussi les enjeux que ça peut représenter, mais c'est vrai qu'il y a un manque, sans doute, dans le pilotage, je dirais, de la relation avec les fédérations sur ces questions-là, sans doute parce qu'elles sont moins présentes historiquement dans la société, au-delà des enjeux liés au mouvement sportif. Elles le sont aujourd'hui, et forcément, ça doit être pour moi, et je pense pour l'ensemble des acteurs, des membres de cette commission, pardon, ça doit être aujourd'hui intégré. On a évoqué, bien sûr, les violences sexistes et sexuelles, mais pour connaître un peu la question du sport de haut niveau, la pression de la performance, on sait très bien, on a parlé du dopage, mais on sait très bien le type, tout système de performance peut produire des effets pervers en matière de respect de l'intégrité de la personne, de développement de la personne. Et donc, bien sûr qu'il y a des choses à mettre en place qui vont au-delà de la lutte antidopage, qui vont sur les violences sexistes et sexuelles, mais qui aussi concernent, je dirais, la performance sociale du haut niveau. Comment on produit de la performance de haut niveau, à quel coût, avec quel risque, et donc les identifier, les sécuriser. On est aujourd'hui dans des dispositifs qui sont plus de l'ordre je dirais, de l'obligation de moyens en matière de suivi socio-professionnel. Ça a été renforcé dans les fédérations avec des obligations de formation, avec une qualification à avoir pour occuper ces fonctions au sein des fédérations. Mais il y a encore un travail à faire pour suivre l'itinéraire post-carrière sociale
des sportifs qui ont été sur les listes ministérielles, peut-être de rallonger la période de suivi, de renforcer les dispositifs d'accompagnement et sans doute sortir de l'obligation de moyens pour aller vers des choses qui relèvent plus de l'objectif accompagner. Il ne s'agit pas de sanctionner, il faut accompagner, faire évoluer les pratiques en la matière. Il s'agit aussi là de protection des pratiquants et des pratiquantes si le fait de servir les couleurs nationales conduit à une grande fragilité sociale par la suite. Alors, juste, j'entends tout à fait, hein, mais c'est vrai que c'est pas qu'une question administrative. Là, les contrats de délégation, c'est quand même des orientations politiques, c'est validé à l'échelle aussi politique en termes d'ambition sur ces contrats de délégation. Donc, c'est là où, en fait, on s'est beaucoup questionné sur tous ces aspects-là, c'est-à-dire l'éthique, la probité, les violences sexuelles et sexistes, le racisme. On a le sentiment, d'ailleurs, qui nous a été confirmé en quelque sorte par la direction des sports, qui nous a dit que finalement, ces contrats de délégation étaient un premier jet écrit très rapidement pour être signé rapidement. Alors, oui, mais ça va dans ce sens. Il manque des objectifs clairs et précis, avec des indicateurs de mesure, sans doute, peut-être d'évaluation externe aussi, des fédérations sur ces questions-là. Il y a sans doute des fédérations qui sont plus performantes sur certains critères sociétaux que d'autres. On ne le sait pas bien aujourd'hui, on ne sait pas le mesurer, et sans doute que des outils de mesure qui permettent aussi aux fédérations de s'évaluer sur différents critères pourraient leur permettre d'avancer sur ces choses-là. Mais ce qui ne se mesure pas est difficile à piloter, donc je pense qu'il faut donner des indications et des orientations qui doivent être dans le contrat de délégation. Une question de notre collègue Stéphane Buchou. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, Monsieur Diagana, juste revenir sur un certain nombre de choses que vous avez dites. D'abord, saluer le travail que vous faites sur le sujet qui nous réunit aujourd'hui et qui nous occupe et qui nous préoccupe, ça a été dit très fortement. Simplement, vous disiez tout à l'heure, Madame la Ministre, pour reprendre vos termes, il faut responsabiliser. Compte tenu des auditions que nous avons menées, plus de 90, ça a été rappelé tout à l'heure, parfois de l'intensité et de la gravité des faits qui nous ont été révélés. Moi, je me pose la question, et donc du coup, je vous la pose, sur l'aspect de la responsabilisation. Est-ce qu'on en est encore à responsabiliser ? Enfin, je veux dire par là, est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin que la responsabilisation ? Aujourd'hui, on est, et on le voyait tout à l'heure lors de l'audition du garde des Sceaux, parfois dans des zones d'ombre, pour lesquelles on n'a pas de réponse. On n'a pas de réponse. Et en fait, la question, ou les questions en l'occurrence, sur ces comités d'éthique, quand vous vous posez la question de savoir s'il doit y avoir une autorité indépendante ou est-ce qu'il faut, vous le disiez, Monsieur Diagana, peut-être impliquer celles et ceux qui sont déjà aux responsabilités, à ce stade, il n'y a pas de jugement dans ma bouche, hein, vous n'avez pas encore complètement tranché. Une des questions, c'est, on l'a vu hein, au travers des auditions que nous avons menées, on est dans un petit monde au final, où tout le monde se connaît, une forme d'entre-soi, ça a été dit très régulièrement. Est-ce que par exemple, si dans la volonté qui peut être la vôtre de dire on ne va pas être sur une entité indépendante, mais on va réimpliquer celles et ceux qui sont déjà aux responsabilités, est-ce qu'on va être vraiment dans l'efficacité ? Effectivement, la question se pose. En tous les cas, pour résumer, au sortir de toutes ces auditions, il y a une volonté très marquée d'un certain nombre d'acteurs, présidents de fédération par exemple, qui souhaitent beaucoup de fermeté, aller très loin. On a un certain nombre de blocages. Et donc, est-ce que tout ça, vous l'avez pris en compte ? Et encore une fois, et même si la question est particulièrement complexe, comment on fait
Comment fait-on collectivement pour que tous ces sujets qui font l'objet des travaux de cette commission, l'identification, je pense qu'elle est faite et elle va continuer à être faite parce qu'on a très modestement fait œuvre utile parce qu'on a, enfin, je pense, permis à de nombreuses personnes de libérer leur parole. Mais une fois qu'on a franchi ce cap, comment on fait pour que celles et ceux qui n'ont pas agi au moment où ils auraient dû agir ne puissent plus le faire et qu'on parte, pardon de le dire de cette manière un peu triviale, mais du bon pied. Pardon. Oui, sur la question, sur la question des comités d'éthique, il est sûr qu'en l'état, par rapport au constat que l'on a pu faire, des procédures de nomination, des procédures d'appel à candidature, des profils de cet effectivement entre-soi qui conduit à une composition très homogène des profils, ça ne pourra pas fonctionner. En revanche, si l'indépendance de nomination est garantie, si on va chercher à mettre un peu d'oxygène et aller chercher des ressources à l'extérieur de personnes compétentes pour venir travailler, prendre des décisions, y réfléchir, on se donnera plus de chances. Est-ce que ce sera efficace? Est-ce qu'il faut absolument et tout de suite aller vers une autorité indépendante sur cette question-là, comme pour la lutte contre le dopage? On est encore en réflexion. On espère que cela puisse fonctionner, mais avec une refonte complète de la façon dont ces comités d'éthique sont structurés, sont tout simplement bâtis dès le départ. Il y a un problème de dépendance, on l'a vu, je sais pas, j'imagine que dans vos auditions aussi, c'est un ancien président de ligue qui connaît, et donc ça, comme ça, non, on est convaincu que ça ne sera pas à la hauteur de l'enjeu et de la tâche. Pour aller dans le sens de ce que vient de dire M. Stéphane Diagana, il faut que la composition des comités d'éthique sorte ces comités d'éthique de l'entre-soi. Donc, je pense par exemple que pour le comité d'éthique suprafédéral que je souhaiterais, il faut qu'on ait des nominations qui viennent de grandes institutions républicaines, peut-être une représentation parlementaire. Voilà, il faut qu'on ait vraiment une participation de personnes qui, par leur responsabilité au sein de notre pays, au sein de notre République, sont en capacité de faire preuve de compétence, d'autorité, et surtout de ne pas être, excusez-moi l'expression, dans la famille. Voilà. Donc ça, c'est tout ce qui tourne autour de la composition des comités d'éthique. Il ne faut pas que la nomination des comités d'éthique se fasse juste dans la foulée de l'élection de la direction fédérale. Et que parfois on mette à la présidence du comité d'éthique l'ancien dirigeant qui n'est plus dirigeant parce qu'il y a un nouveau dirigeant. Bon, voilà, ça paraît le b.a.-ba, mais c'est nécessaire de leur dire. Ensuite, je pense qu'il y a d'autres facteurs sur lesquels il faut qu'on agisse. Moi, je pense profondément qu'on a un problème de formation. Je pense qu'il faut une réforme vraiment systémique de la formation initiale, continue de nos éducateurs et de nos entraîneurs. Il faut des modules de formation obligatoires concernant notamment tout ce qui concerne les dossiers éthiques, les dossiers, etc. Il faut que... Voilà. Il y a eu un moment, il existait un institut de formation au sein du CNOSF. En 2016, je crois, piouf, il a disparu. Moi, je pense qu'il faut recréer un institut de formation contrôlé et qui, justement, soit en capacité de dispenser ces modules nécessaires. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est les moyens de contrôle de l'État, je le redis encore une fois. Il faut que ce ministère regagne en capacité humaine, en capacité financière pour exercer ce contrôle. Et puis, peut-être que je vais choquer en disant ça, fondamentalement, je pense que ce combat, nous arriverons vraiment à aller au bout, ce combat pour l'éthique, s'il y a un renouvellement dans les postes de responsabilité du mouvement sportif. Et en disant cela, je ne fais pas injure à ceux et celles qui dirigent aujourd'hui le mouvement sportif. Ils ont consacré une partie de leur vie au développement du sport et tout. Mais le constat est là.
qu'ils sont souvent en décalage avec les exigences sociétales, sociales, etc., éthiques de notre société. Il faut qu'il y ait un renouvellement. Et ce renouvellement, je l'ai dit au début, il passera par une vie démocratique renouvelée. Et puis, il faut donner envie à l'engagement bénévole. Alors, je ne vais pas revenir sur le statut du bénévole. Ça fait 50 ans que tout le monde en parle et qu'il ne se passe pas grand-chose. Ne prononçons plus cette formule. Essayons de voir quelles mesures pourraient donner envie à de nouvelles générations de ne pas en rester à une responsabilité au niveau de leur vie, mais d'aller, voilà, de mener le débat à l'intérieur de la fédération, de se présenter au moment électoral, etc. Moi, je pense qu'il faut une grille d'indemnisation des futurs dirigeants et dirigeantes du mouvement sportif, avec contrepartie. Indemnisation, transparence, parce qu'on sait qu'il y a des fédés qui sont capables de rémunérer, puis il y a des fédés qui ne peuvent pas. Il y a des fédés qui ont beaucoup de salariés et des fédés qui n'en ont pas. Bon. Donc, il faut une grille transparente d'indemnisation. Je n'ai pas parlé de rémunération. Mais avec contrepartie, par exemple, au niveau de la formation. Voilà. Si on donne pas... Il faut certainement qu'on revienne sur les trimestres de retraite, sur les décharges horaires, sur tout ça. Il faut qu'on donne envie à de jeunes dirigeantes, à de jeunes dirigeants, d'aller chercher des responsabilités dans les fédérations. S'il n'y a pas ce bouger, ça sera beaucoup plus long de mener le combat éthique. Je le pense profondément suite à toutes les auditions qu'on a faites, et je le dis bien en respectant tout à fait ces hommes et ces femmes qui se sont investis sur cette question. Oui, il faut qu'on renouvelle, mais c'est vrai dans le mouvement sportif, c'est parfois vrai en politique ou dans d'autres secteurs de la société. Je n'ai pas de leçon à donner au mouvement sportif. On pourrait aussi se regarder nous-mêmes dans la vie politique. Une question de Pascal Martin. Bonjour Monsieur Diagana et bonjour Madame la Ministre. Moi, j'ai noté la phrase que vous avez prononcée tout à l'heure, Madame la Ministre, en disant que c'était un athlète de l'INSEP qui vous avait dit cela. J'aimerais de temps en temps ne plus être considéré comme un sportif, mais comme un individu, comme un être humain en quelque sorte. Et bon, le monde sportif, je le connais plus ou moins, on va dire, et je m'intéresse du coup beaucoup là, à cette commission d'enquête parce que, en fait, le monde sportif, c'est aussi le reflet de la société, vous venez d'en parler. Et il y a plusieurs personnes qui nous ont témoigné du fait que dans d'autres pays, il y a un accompagnement, parce que cette phrase m'a fait penser à cela, en fait. Je ressens que dans ce monde sportif, et d'autant plus au sport de haut niveau, on fait des êtres humains des espèces de machines à gagner et on laisse un peu de côté l'humanité de ces personnes. Et donc, dans certains pays, il y a des psychologues qui accompagnent les sportifs. Et d'après ce que j'ai entendu, j'espère ne pas me tromper, il semblerait qu'en France, on soit en gros déficit d'accompagnement et qu'en fait, ça dépend aussi des moyens qu'ont les fédérations. Puisque dans certaines fédérations, j'imagine que cet accompagnement psychologique est mis en place et dans d'autres, sans doute très peu, voire pas du tout. Donc, je voulais savoir ce que vous pensiez de cette question de l'accompagnement des sportifs. Parce qu'il me paraît indispensable. Enfin, on peut pas. Il y a aussi 2 athlètes au tout début de la commission d'enquête qui nous disaient que parce que les JO arrivaient, en fait, voilà, on en faisait, comme je viens de le dire, excusez-moi l'expression, et je m'en excuse auprès d'eux et elles, des machines à gagner. Je trouve cela très regrettable. Donc, que pensez-vous? Est-ce que vous avez pu, vous, au travers de votre expérience et de votre expertise, faire ce constat aussi? Est-ce que vous avez des préconisations? Juste, peut-être avant que vous répondiez, il me semble, mais je ne voudrais pas dire de bêtises, qu'au moment des auditions, on a aussi eu une personne qui nous a dit que, par exemple, pour la délégation française au JOP de 2024, il n'y aurait qu'un psychologue pour toute la délégation française. Donc voilà, c'est un sujet qui nous a beaucoup aussi questionné sur l'accompagnement de ces sportifs, y compris d'ailleurs quand on parle de bien-être et d'accompagnement de nos athlètes. Eh bien, la question du suivi psychologique est un vrai sujet. Oui, donc plus globalement, et c'est vrai qu'il y a un vrai sujet sur la santé des athlètes, mais quand je parle de santé, je la pense bien dans ces 3 dimensions, celle de
la définition de l'OMS qui date de 1946, la santé psychique, physique et sociale. Et donc, je pense qu'il y a un déficit de prévention, d'accompagnement, en particulier, je l'ai évoqué, sur la santé sociale, c'est-à-dire que quand on sort des listes d'athlètes qui ont couru sous les couleurs du maillot national, on ne sait pas trop l'itinéraire, on voit qu'il y a quand même beaucoup de difficultés, donc ça interroge le système, et on voit bien ces témoignages qui disent on sent la pression des Jeux Olympiques, l'obtention des médailles. Tous les systèmes de performance, que ce soit en entreprise ou dans le sport, sont soumis au même questionnement. Comment on veut produire de la performance, à quel coût, quels sont les risques, les identifier, les prévenir, qu'est-ce que l'on accepte, qu'est-ce que l'on n'accepte pas. Donc je crois que c'est vraiment une question de responsabilité du mouvement sportif sur ces questions-là. Le sujet de la santé mentale arrive maintenant sur la place publique avec... il ne vient pas de France en premier, ce sont plutôt des sportifs étrangers qui l'ont évoqué, et c'est très bien, parce que ça permet aux sportifs de pouvoir aborder ces sujets-là plus sereinement pour qu'on y apporte des réponses. Donc il y a un retard, en France. Je connais effectivement des systèmes où les athlètes sont accompagnés aux Pays-Bas en athlétisme par des coachs de vie, qui vont les accompagner aussi. Il y a du travail dans ce domaine-là et on est plutôt en retard, en effet. Après, sur la question de la santé physique, c'est peut-être là où il y a un petit peu plus de suivi. Mais une fois de plus, on n'est pas dans une... je dirais, il ne faut pas regarder non plus le sport comme quelque chose qui forcément conduit à la dégradation de la santé. Dans la plupart des cas, c'est un facteur de santé formidable dans tous les clubs sur le plan social. Et c'est vrai que là, on a une focalisation sur les problèmes, les dysfonctionnements. Mais pour la plupart des personnes qui vivent le sport au quotidien dans un club, il faut rappeler que c'est un facteur de santé physique, mentale et sociale. Et qu'aujourd'hui, ces bénéfices pour la société, c'est le mouvement sportif, en grande partie, qui les rend possibles. Et donc, il ne s'agit pas de construire pour traiter les dysfonctionnements, de construire contre le mouvement sportif, mais avec le mouvement sportif. Une fois de plus, le bénévolat est quand même en difficulté. La vocation de bénévole, c'est aujourd'hui, pour beaucoup de raisons qui seraient longues d'expliquer, mais c'est une difficulté. Donc il faut avoir aussi, dans la prise en charge de tous les problèmes qu'on a évoqués aujourd'hui, cette situation bien en tête pour ne pas non plus faire fuir les vocations qu'on a déjà du mal à avoir sous le poids des responsabilités, sous le doigt accusateur, qui pourrait se dire, si je veux être tranquille maintenant, moi je ne prends plus de responsabilité et je rends les clés de mon club. Je fais un raccourci, mais il faut avoir ceci à l'esprit. À mon avis, c'est important que ça se fasse dans une logique d'accompagnement, de co-construction avec le mouvement sportif, et c'est pour ça que je partage tout à fait ce qui a été dit en introduction par Madame Buffet, à savoir qu'il faudra qu'il y ait une consultation pour travailler avec le mouvement sportif, qu'il y ait un état des lieux clair, qu'il y ait une prise de conscience des enjeux et des attentes, et construire avec le mouvement sportif les solutions les plus adaptées pour qu'elles soient mises en œuvre, partagées, et qu'il y ait une vraie adhésion sur la feuille de route. Juste par rapport à votre question, Madame la rapporteure, nous allons certainement proposer de modifier l'article 231-5 du Code du sport pour justement élargir le rôle et les missions des fédérations dans le domaine de la protection des sportifs, en citant de façon claire la question de la psychologie. Donc, de faire rentrer dans cet article pas simplement les questions physiques, mais aussi les questions psychiques. Donc, pour que les fédérations soient en responsabilité par rapport à ça. Donc ça, c'est une proposition très concrète que nous faisons. Alors après, le sport est aussi le reflet de la société. Les dérives, on l'a dit tout à l'heure, les dérives qui traversent le sport sont celles qui traversent la société. Mais je dirais, le sport aussi, dans sa pratique, obéit à certains codes dans la société. Quand le débat sur le sport se réduit aux résultats sportifs ou au spectacle sportif, bien évidemment, la question de la performance du résultat devient un peu
voilà, le guide d'un certain nombre d'agissements, d'un certain nombre de pratiques dans le mouvement sportif. Dans une audition, on nous expliquait, par exemple, que des parents ne voient pas la nécessité que des jeunes qui sont en centre de formation rentrent le week-end, et que parfois, en lien avec des entraîneurs, ils disent non, il faut mieux qu'il reste dans le centre de formation, ça lui permet de s'entraîner, etc. Donc on voit bien comment la pression peut s'exercer, y compris de la part parfois des plus proches des athlètes, avec l'idée du résultat. Donc c'est comment on dessert cette conception du sport basée que sur la performance et le résultat, c'est ce que disait Stéphane. Une question de Monsieur François Picmal. Oui, bonjour Madame Buffet et Monsieur Diagana, désolé pour mon retard. J'aurais une question pour vous, Madame Buffet. Vous plaidez actuellement pour que soit consacré 1% du budget de l'État dans le ministère du Sport, ou en tout cas le sport, contre 0,3% actuellement. Et moi j'aimerais, mais ça peut s'adresser à vous aussi, Monsieur Diagana, savoir est-ce que cette position a été entendue par l'actuel ministre ou par le gouvernement? Et deuxième chose, quelles seraient selon vous les dépenses prioritaires qu'il faudrait faire dans ce budget, et notamment sur le thème qui nous concerne, c'est-à-dire la lutte contre les discriminations, les VSS, mais aussi le bien-être des sportifs et des structures sportives? Je vous remercie. On n'arrête pas de parler de l'héritage des JOP. Moi, je répute un peu cette formule. L'héritage, c'est quoi? Oui, il y a le bassin olympique. Moi, je passe devant à chaque fois que je pars chez moi. Bon, il y a la nouvelle piscine à Marville. Il y a, bon, oui, dans Seine-Saint-Denis, il y a des bâtiments là, qui ont été construits pour les JOP. Bon. Mais rappelons-nous les Jeux de Londres. Progression des licenciés sur 2 ans, puis rechute des licenciés. Donc moi, j'ai plutôt envie de me dire, est-ce qu'on se saisit de l'opportunité magnifique d'avoir les JOP en 2024 pour développer un grand débat et développer une grande ambition sur le développement de la pratique sportive en France? C'est pour ça que j'ai lancé l'idée, lançons le défi que dans la prochaine Olympiade 2024-2028, le budget des sports passe de 0,03 à 1%. C'est un beau souvenir que ce beau combat des hommes et des femmes de culture pour le 1%, pour la culture. Je pense que le sport, par rapport au rôle qu'il joue dans le développement des êtres humains et dans les liens sociaux, vaut ce 1%. Voilà. Donc je pense qu'il faut saisir de l'opportunité. Alors, pourquoi faire? Mais peut-être en lien avec tout ce qu'on vient de débattre, nous avons besoin de compétences nouvelles dans le développement du sport, parce que le sport est confronté à des enjeux, la marchandisation, je ne sais pas si vous avez vu, je ne vais pas faire la pub pour un journal, mais enfin bon, le quotidien sportif titre sur le Monopoly League, avec le contrat de la LFP, LFP, pardon. Donc il y a ces enjeux de marchandisation, ces enjeux d'instrumentalisation au niveau géopolitique. On voit bien aujourd'hui comment des États, plus ou moins démocratiques, utilisent le sport pour asseoir un rayonnement international. Bon. Donc face à tout cela, quelle peut être l'utilisation de l'argent? Moi je crois qu'il faut pouvoir fournir au mouvement sportif dirigé par des bénévoles, fournir les moyens d'avoir de la compétence, c'est-à-dire il faut développer l'emploi salarié dans le mouvement sportif, avec des hommes et des femmes formés pour répondre aux enjeux de notre époque. Je pense que là, déjà, ça serait un bel investissement. Deuxième investissement, tout ce qui concerne l'équipement sportif. Encore aujourd'hui, l'absence de certains équipements freine le développement de la pratique. Je vais prendre l'exemple de la natation. On sait le coût d'une piscine, le coût de fonctionnement pour une ville d'une piscine. Seulement, il y a des départements où un enfant sur 2 rentre au collège, il ne sait pas nager. Donc, l'aide à l'équipement auprès des collectivités territoriales me paraît le deuxième
investissement à prendre. Et je pense ensuite l'indemnisation des bénévoles me paraît aussi une piste de dépenses utiles. Alors, Monsieur Ludovic Royer a jugé au cours de son audition qu'il serait intéressant de décorréler le temps politique du temps technique et que donc les DTN voient leur mission d'agent technique totalement synchronisée avec le mandat politique d'un président d'une association. Que pensez-vous de cette proposition ? Tout à l'heure, vous avez évoqué la question des comités d'éthique, le fait qu'on décorrèle l'élection d'un nouveau bureau fédéral avec l'élection du comité d'éthique. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on peut faire la même chose avec les DTN qui souvent en fait sont nommés de manière concomitante avec le président de la fédération? Alors c'est vrai que la pratique est celle-ci. Le DTN est chargé normalement de mettre en œuvre une politique fédérale, et cette politique fédérale, elle est décidée par le président élu. Donc ça me paraît, je n'avais pas réfléchi à cette question, mais ça me paraît logique d'avoir un DTN qui soit choisi aussi en fonction peut-être de sa sensibilité. Bon, la coopération entre le président et le DTN est importante aussi, que ce soit des personnes qui aient une bonne relation, ça peut être un facteur quand même de succès. Et puis surtout un DTN qui se sent à même de mettre en place une politique donnée avec des orientations qui peuvent être différentes d'un président à l'autre. Je ne sais pas, j'aurais aimé poser la question de savoir quels étaient les enjeux derrière par rapport à cette question-là, parce que si elle est posée, c'est que sans doute il y a une réflexion que je n'ai peut-être pas sur le sujet. Si vous permettez, Madame la rapporteure, nous avons constaté pendant les auditions que certains DTN pouvaient occuper en même temps la responsabilité de directeur général de la fédération. Là, ça nous semble un conflit d'intérêts important parce que le DTN a ses missions auprès de la fédération, mais c'est un agent de l'État. Et donc, je pense que nous retiendrons dans nos propositions le fait d'interdire le cumul entre des postes de responsabilité dans les fédérations et les missions des DTN, parce que ça nous semble incompatible. Pardon, merci. Oui, notamment si on se projette dans des faits graves sur une fédération, un DTN qui est un agent de l'État et qui est en même temps à la tête d'une fédération se trouverait, je dirais, contrôlé par le ministère ou entendu par le ministère alors qu'il est agent. Donc il y a un sujet de ce côté-là qui nous a paru, qui nous a conduit à avoir cette réflexion. Alors on s'est posé la même question, il nous avait semblé que c'était assez clair que c'était interdit, mais que dans les faits ça se pratiquait avec l'autorisation du ministère des Sports. Donc oui, on partage. Voilà, DTN et DG, c'est un problème. Merci à vous. Nous clôturons avec vous les auditions de cette commission d'enquête. Merci à vous. Merci, Madame Merci. la Présidente. Et je souhaite que les conclusions de de votre commission d'enquête et de notre comité permettent que des choses bougent et que les bénévoles du mouvement sportif soient accompagnés dans le travail remarquable que beaucoup d'entre eux font, parce qu'il faut toujours avoir ça en tête. Merci.